Bonjour Théo. Bonjour. Tu as 24 ans, bientôt 25. Alors c'est un âge où beaucoup de jeunes démarrent leur vie professionnelle, mais toi tu as eu déjà plusieurs vies. Alors si je résume, nageur, mannequin, comédien et présentateur télé, quel sentiment tu as quand tu regardes déjà tout ce que tu as accompli ? C'est un sentiment assez particulier. Après, je dirais que j'ai pas tendance à vraiment regarder ce que j'ai déjà réalisé et je me dis rarement waouh, c'est exceptionnel, c'est trop cool. Non, en fait, je vis un peu au jour le jour. C'est vrai que peut-être que sur le papier, ça peut paraître beaucoup ce que je fais, ce que j'ai fait, mais j'ai pas cette impression-là, moi, parce que j'ai les pieds sur terre, sans mauvais jeu de mots, et pour moi, je suis novice dans beaucoup de choses encore aujourd'hui. Donc oui, je teste beaucoup de choses, mais j'ai encore énormément de choses à apprendre aussi. Quel est le fil rouge entre toutes ces activités ? Je dirais que en fait, il y a beaucoup de similitudes entre le sport et le monde, on va dire, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat aussi. C'est-à-dire qu'il faut se lever tous les matins avec des ambitions. Il faut aussi accepter parfois les difficultés. Parce que il y en a et il y en aura d'autres, plein. Et en fait, c'est trouver des solutions pour surmonter ces difficultés, progresser aussi en permanence. Et puis, pour avancer malgré les difficultés, c'est s'entourer. Donc, travailler avec une équipe. Et ça, c'est valable dans toutes les branches possibles et imaginables, je pense. Tu as été amputé suite à une méningite bactérienne à l'âge de 6 ans. Ouais. Dans une interview, tu parles de ces amputations comme d'une nouvelle chance de survivre. Qu'est-ce qui t'a aidé à avoir cet état d'esprit positif si vite et si jeune ? Je pense que dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. La chance d'être très entouré. Et bien entouré, surtout. Entouré dans un premier temps par ma famille, mes proches, mes parents, ma sœur. C'est des gens qui ont beaucoup compté pour moi et qui comptent encore beaucoup pour moi, évidemment, mais qui ont été présents sans me surprotéger non plus. C'est-à-dire que malgré ma particularité, ils m'ont pas surprotégé et mis de côté. Ils m'ont poussé à aller vers les autres. Ils m'ont poussé à trouver des solutions pour être le plus autonome possible. Et très vite, en fait, malgré mon jeune âge, parce que j'ai eu cette maladie à 6 ans, je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'être encore là, quelque part. Parce qu'encore aujourd'hui, je suis souvent contacté par des gens qui ont malheureusement perdu un proche de la même maladie que moi. Et quand on se rend compte de ça, on se dit que on va vivre la vie à fond, en fait, et encore plus qu'avant. Et c'est pour ça que dès mon plus jeune âge, j'ai cette rage, j'ai cette envie, cette ambition, en fait, d'aller toujours plus loin et de découvrir sans cesse de nouvelles choses. Tu as été hospitalisé plusieurs mois, il y a eu ensuite la rééducation, notamment pour réapprendre à marcher. Comment tu as trouvé la force pour te battre aussi longtemps ? Parce que c'est quelque chose qui a été long. Ouais, encore une fois, c'est l'entourage, j'insiste là-dessus, mais parce que seul, en fait, on n'y arrive pas et parce que toutes ces difficultés-là, en fait, on les partage. Je raconte souvent ça, mais c'est vrai que quand il nous arrive un problème de santé, on se concentre uniquement sur la personne qui est alitée, mais souvent les personnes qui souffrent le plus à ce moment-là, précis, c'est les gens qui entourent le lit d'hôpital qui souffrent le plus. Et donc, je dirais que toutes ces difficultés, on les a surmontées ensemble. On a essayé de trouver des solutions ensemble. Chacun, donner ses conseils et un jour, on a réussi à franchir petit à petit toutes ces étapes. Et même encore aujourd'hui, on essaye de progresser tous ensemble. Est-ce qu'il y a eu aussi une place pour l'humour, l'autodérision ? Est-ce que ça a compté aussi pour surmonter cette épreuve ? Oui, je dis que l'amour et l'humour, c'est les deux armes que j'ai utilisées en fait pour surmonter cette maladie, surmonter toutes ces difficultés. L'amour parce que quand on se sent aimé, on se sent protégé et prêt à tout. Et quand on prend les choses avec humour, on dédramatise en fait tout ce qui est difficile, parce que être en situation de handicap, ne plus avoir de main, ne plus avoir de pieds, sur le papier, c'est dramatique, mais on peut faire face aussi à des moments cocasses et qui deviennent drôles par la suite. Et moi, j'ai tout de suite essayé de dédramatiser tous ces moments un peu compliqués avec mes proches, et ça nous a aidés beaucoup.
Je crois que ce qui a été compliqué, ou en tout cas ce qui a pu te faire souffrir à une époque, c'est le regard des autres. Est-ce que tu peux nous dire concrètement, après l'hôpital, qu'est-ce qui a été compliqué? Oui, c'est ça. En fait, après l'hôpital, moi, je suis parti en rééducation. En rééducation, j'ai tout réappris, c'est-à-dire les gestes du quotidien, hein, même les plus simples, manger, écrire, marcher avec des prothèses. Mais après pendant la période de rééducation, c'est-à-dire j'étais dans un centre avec que des personnes, elles aussi concernées par le handicap, la maladie et les accidents. Et en fait, ce qui m'embêtait, c'est quand je sortais du centre de rééducation et que j'allais dans la rue, je me sentais terriblement seul, et surtout, je me sentais observé, jugé en permanence par les gens qui étaient valides. Et quand j'ai 7-8 ans, j'ai du mal en fait à comprendre pourquoi les gens me regardaient comme ça. Et ça a été difficile pendant plusieurs années, au point de même plus vouloir sortir de ma chambre, quoi, parce que j'avais pas envie en fait d'être confronté par les regards des autres. Qu'est-ce qui t'a aidé à avancer, à dépasser ça? L'entourage, encore une fois, l'entourage et les rencontres. Moi, je m'inspire beaucoup en fait des gens dans mon cercle familial, dans mon cercle amical. Et c'est surtout, moi, une rencontre qui m'a aidé en fait à accepter tout ça. C'est Philippe Croizon qui a traversé la Manche à la nage et qui est lui aussi amputé des 4 membres. D'ailleurs, je conseille souvent aux gens de trouver des exemples ou en tout cas des parcours de vie qui nous inspirent et qui nous ressemblent pour rêver et pour se rassurer aussi. Et c'est vrai que je me souviens encore de cette journée quand j'ai su qu'en France, il y avait un gars qui avait exactement la même chose que moi et que ce gars s'en sortait. Ça m'a rassuré tout simplement. Et c'est vrai que moi, le jour où j'ai vu Philippe arriver en voiture avec des prothèses en carbone et avec une femme, je me suis dit en fait la vie continue, la vie continue. Et il m'a évidemment permis d'accepter aussi le regard des autres. En quoi la natation aussi a compté et t'a permis d'avancer? Alors après, il y a eu les titres, mais déjà au départ? Au départ, la natation, c'est un challenge pour moi parce que j'ai peur de l'eau, j'ai même la phobie de l'eau. Et en fait, justement, je trouvais ça intéressant d'aller au contre de cette phobie, c'est-à-dire que c'était un sacré challenge pour moi. Et surtout, on me disait tout le temps chez le médecin ou dans les centres de rééducation que la natation était un des sports les plus bénéfiques pour moi. Et je me suis forcé au début, c'était pas facile. Et en fait, après, je me suis rendu compte que la natation, c'était le seul sport. L'eau, en général, c'était le seul élément qui allait me permettre de me déplacer sans difficulté, quoi. Parce que voilà, aujourd'hui, je suis très optimiste, j'ai souvent le sourire, mais parfois, avoir ce handicap, c'est emmerdant. Et dans l'eau, j'ai vraiment aucun frein. C'est-à-dire que je me déplace comme vous tous. Et c'est ça qui est assez fort. Et surtout avec le regard des gens aussi, c'est-à-dire que dans la rue, quand je marche ou quand je me promène, je peux essayer de dissimuler un petit peu mon corps. Quand on est à la piscine, on peut plus trop se cacher. Et ça m'a aussi aidé à accepter ce nouveau schéma corporel. Il y a eu les titres individuels, mais il y a aussi une aventure incroyable en équipe avec Malia Metella et Mathieu Wittvoet. Vous avez du coup traversé le lac Titicaca. Qu'est-ce qui a été clé pour réussir ce pari fou en équipe? Ce qui a été clé, en fait, c'était déjà la préparation. On s'est préparé pendant 15 mois. Parce que voilà, on avait des vraies difficultés qui nous attendaient là-bas. L'altitude, on était à 4800 mètres d'altitude. La température de l'eau, elle était à 12 degrés. Et puis on avait quand même plus de 100 bornes à nager en totale autonomie, en tractant un radeau à la nage de 500 kilos. Et donc, toutes ces difficultés, en fait, on les a préparées une par une pendant ces 15 mois de préparation, en faisant des stages en altitude, en faisant des stages dans un lac gelé à Tignes. Et donc, je dirais que c'est la préparation. Et aussi, ça a été l'acceptation, c'est-à-dire accepter malgré toute cette préparation, de faire face à des choses qu'on n'avait pas pu prévoir, comme la météo. Et la météo nous a vraiment joué des tours pendant ces 11 jours d'expédition. On a failli passer plusieurs fois, vraiment. Et là, quand on fait face à ces difficultés-là, à ces conditions météo très dures, encore une fois, c'est le fait d'être 3 qui nous a permis d'aller au bout. Parce que pour être honnête, et j'ai pas honte de le dire, moi, au bout du 7e jour, j'ai voulu abandonner, tellement j'avais peur, tellement j'étais épuisé, tellement j'étais
au bout, quoi. Et Malia, Mathieu, ont réussi à trouver les mots, ont eu les bons conseils aussi pour me remobiliser. Et voilà, cette phrase, quand on dit l'union fait la force, elle prend tout son sens quand on raconte cette histoire à chaque fois, parce que c'est vrai, seul, j'aurais arrêté vraiment très tôt dans l'aventure. Et le fait d'être 3 fait que tout soit réparti aussi chez mes 2 camarades également, ça nous a permis d'aller au bout. Il y a une autre aventure collective qui était jolie plus récemment, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Quel souvenir tu en gardes ? C'est un souvenir extraordinaire parce que c'était intense, tant par le message que par les sensations que j'ai ressenties pendant ces quelques minutes sur le toit du monde quelque part. Et moi, j'ai décidé d'arrêter la compétition très tôt dans ma petite carrière de nageur. Et quand j'ai pris cette décision, j'étais loin d'imaginer que j'allais participer d'une certaine façon aux Jeux à la maison. Et ouais, c'était un chouette moment. Et en plus, personne n'était au courant dans mon entourage. J'avais vraiment gardé le secret jusqu'au bout. Et c'était vraiment fou. Est-ce que pour toi, ces Jeux ont contribué à changer le regard sur le handicap en France, ou en tout cas ont contribué peut-être à faire un pas en avant ? Oui, on a fait un énorme pas en avant avec ces Jeux tout court, j'ai envie de dire. Déjà parce que les Jeux olympiques, c'est une réussite. Moi, j'étais à chaque fois très impressionné de voir toutes ces fan zones, voir tous ces stades pleins en fait et j'étais fier en fait de voir tous ces Français faire la fête en fait pour célébrer les médaillés tous les jours. Et puis forcément à la fin des Jeux Olympiques j'avais une crainte. Je me disais est-ce que voilà ça va être autant une réussite pour les Jeux Paralympiques? J'avais peur que les stades soient vides. Et en fait le premier jour de compétition quand je vais à la piscine voir des amis à moi nager et que je vois le stade aquatique complètement plein, là je suis fier d'être français aussi parce que on a souvent pris comme exemple les Jeux Paralympiques de Londres où c'était une réussite parce que voilà c'était blindé dans toutes les enceintes sportives et quand j'ai vu ce stade vraiment plein là j'étais fier, je me dis oui nous aussi on a relevé le challenge et les gens sont au rendez-vous pour les Jeux Paralympiques, donc oui je dirais que c'est un pas en avant qu'on a fait parce que voilà les Français avaient envie de continuer la fête, les Français avaient envie de continuer à célébrer les médaillés, que ce soit des champions olympiques ou des champions paralympiques. Et puis maintenant, l'objectif, c'est de continuer à surfer sur cette vague. Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer aujourd'hui dans ton job d'animateur télé ? C'est justement cette notion de challenge, en fait, encore et toujours. J'ai arrêté le sport de haut niveau, mais j'ai cette sensation, en fait, à chaque fois qu'on m'annonce le décompte avant d'enregistrer une émission, d'être sur un plot de départ, quoi, parce que voilà, il y a un enjeu, il y a une attente du public, de la production, de la chaîne, et on se doit de bien faire. Donc encore une fois, on prépare au mieux les émissions en amont. Et puis il y a toujours aussi le live, le feeling, ce qu'on a sur le moment avec les candidats, avec les gens qu'on rencontre. Et à chaque fois, c'est assez magique. Donc j'aime cette excitation, cette pression que je ressens à chaque tournage. Qu'est-ce qui te guide dans tes choix de carrière ? L'instinct. Ce qui me guide dans mes choix de carrière, c'est ça, c'est le feeling, c'est les opportunités, c'est ce que j'ai envie de faire sur le moment. Si tu m'avais posé la question il y a un an, je t'aurais pas parlé de slam par exemple, parce que j'étais même pas au courant que que Cyril Ferraud allait arrêter d'animer Slam. Et en fait, un jour, j'apprends ça. Un jour, on me demande de passer les castings pour animer cette émission. Et en fait, moi, c'est mon premier casting pour animer quelque chose. J'avais déjà fait des castings pour l'acting, mais pour une émission, j'avais jamais fait ça. Donc, je me suis dit, avec mon producteur, mais ça va être une opportunité. Et puis ça va être aussi un moment précieux en fait où je vais pouvoir enregistrer des choses, découvrir aussi un milieu que je ne connais pas. Donc feu quoi. Et en fait j'ai vécu le moment à 100%. Je me suis entraîné comme un malade dans mon salon pendant 3 jours
mais vraiment comme un fou, hein, en parlant à mon cactus, en parlant à mes chaises qui étaient le public, le cactus c'était la caméra, le candidat les candidats c'était la cuisine. Bref, je parlais tout seul dans mon salon et je m'amusais à faire des lancements comme ça tout seul. Heureusement que j'ai pas de vis-à-vis, sinon mes voisins m'auraient pris pour un fou. Mais mais voilà. Et en fait, je me suis préparé quand même correctement, mais j'y suis allé vraiment au feeling et en mode voilà, c'est quelque chose voilà qu'il faut vivre et puis on verra si ça marche tant mieux, mais si ça marche pas, c'est pas grave. Et en plus ça a marché, donc c'est merveilleux. Quel serait ton message pour les personnes qui se retrouvent elles aussi en situation de handicap, alors enfants ou adultes? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'ai envie de leur dire que c'est loin d'être fini en fait, que le mot handicap, que le mot accident, que le mot maladie, ce sont évidemment des mots qui font peur, qui rendent parfois même tristes les gens. Je pense que pour la plupart des personnes concernées par le handicap, justement, on finit presque par l'oublier tellement que ça fait partie de notre vie et que c'est souvent les autres qui nous le rappellent. Et qu'en fait il faut se battre tous les jours, mais comme n'importe qui, qu'on soit handicapé ou pas. En fait, on a chacun nos difficultés, que ça sert à rien de se comparer, parce qu'on a chacun aussi des degrés d'acceptation au fond de nous, et que voilà. En revanche, je suis persuadé qu'on a toutes et tous cette capacité qu'on soupçonne pas au départ à surmonter justement toutes ces difficultés. En tant que collègue manager ou dans une entreprise plus largement, on ne sait pas forcément quoi dire, quoi faire, comment se comporter quand il y a la maladie, le handicap dans une équipe. Quels seraient tes conseils justement pour peut-être ne pas être celui qui regarde comme tu as pu le subir? Après, moi, aujourd'hui, j'ai accepté le regard des gens et j'ai fini par comprendre que c'était normal. Et j'ai même fini par comprendre que même moi, aujourd'hui, quand je vois par exemple un garçon ou une fille avec des cheveux bleus dans la rue, je vais la regarder, non pas par jugement, mais parce que j'ai pas l'habitude de voir ça tous les jours. Et en fait, j'ai compris ça, et c'est tout à fait normal, en fait. En revanche, c'est vrai que je sais pas s'il y a vraiment de conseils à donner pour les personnes qui, du jour au lendemain, sont amenées à travailler avec une personne en situation de handicap et tout. Mais moi, le petit tips que je pourrais donner, c'est en fait de pas en faire un sujet, de traiter cette personne normalement. Évidemment, si on la voit en difficulté pour je sais pas, un transfert ou manger à la cantine ou ouvrir une porte, on va l'aider. Mais comme quand on voit une petite mamie qui a du mal à traverser la rue, enfin en fait c'est tout ce qu'on devrait faire en temps normal. Donc si ça s'appelle le vivre ensemble, donc ne pas en faire un sujet et s'entraider quoi qu'il arrive. Tu as terminé ton TEDx avec cette phrase « faire de sa différence une force ». Comment on y arrive? Je pense que avec de l'abnégation quelque part, mais aussi avec le temps. En fait, je pense que on se rend pas forcément compte. Il n'y a pas de déclic. On se dit ah ça y est, j'ai réussi à faire de ça ma force. Non, je pense que ça se fait avec le temps, que ça mûrit avec le temps. Ouais, et en fait, je pense qu'on fait de sa différence une force quand on finit même par l'oublier quelque part. Est-ce que tu auras aussi un mot pour les aidants? Tu parlais du rôle de ton entourage, de tes parents et du rôle d'aidant qui est compliqué. Quels seraient tes messages pour les gens qui justement se retrouvent dans cette situation? Moi, les aidants, j'en fais de plus en plus un combat. En tout cas, j'ai envie de me battre pour eux parce qu'ils m'ont tant donné et que j'ai envie de leur rendre un peu l'appareil quelque part, même si c'est difficile parce que ce sont un peu les grands oubliés quelque part. C'est vrai qu'ils sont tellement dévoués au quotidien pour leurs proches qu'ils finissent même par s'oublier. Et moi, c'est ce qui m'attriste le plus. Il faut savoir qu'il y a un aidant sur 3 qui parfois décède même avant la personne qui l'aide. Donc c'est des chiffres qui sont alarmants. Après voilà, il faut les mettre en avant. Il faut trouver des solutions pour les aider, pour qu'ils puissent aussi se reposer. Le conseil que je donnerais, c'est
mais en fait de prendre du temps pour eux, quoi. Même si c'est difficile, même s'ils ont des journées à rallonge, c'est s'obliger en fait à avoir un moment pour eux, rien que pour eux. Et grâce à ces moments où ils vont pouvoir souffler un bon coup, en plus, ils vont être encore plus performants quand ils vont aider le proche en besoin. Donc c'est vraiment un objectif pour moi d'essayer de comprendre déjà toutes les difficultés, et c'est ce que je vais continuer à faire. Et ensuite, c'est de continuer à en parler et essayer de trouver des solutions pour les soulager. Et je sais qu'il y a de plus en plus d'endroits justement où les aidants peuvent être aidés, et c'est ça qui est chouette. Est-ce que du coup, ton arme secrète, ce serait pas ton sourire que tu ne quittes pas et qui, je trouve, incarne parfaitement ton optimisme? Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est assez naturel. Je souris, ouais, régulièrement, et c'est vrai qu'en fait, de te prendre les choses avec le sourire, c'est tellement plus simple, c'est tellement plus sain, et ça fait tellement plus du bien que je vois pas pourquoi je ferais la gueule, quoi. Et c'est vrai, j'invite les gens à sourire aussi, parce que c'est tellement plus agréable de croiser des gens avec le sourire. Ça fait du bien à tout le monde. Merci beaucoup, Théo. Merci.